Bien, bonjour. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur la compétence consacrée au recrutement. Pour rappel, nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le recrutement en ce qui concerne l'identification du besoin en recrutement. Et c'est pourquoi nous avions étudié des exercices quantitatifs pour estimer des besoins personnels, en regard notamment d'un planning de charge de l'entreprise. Plus récemment, nous avons aussi consacré un temps pour étudier la manière dont on peut diffuser une annonce d'emploi, par exemple avec les réseaux sociaux et les job boards. On a aussi appris à rédiger de telles annonces. Aujourd'hui, on est à une étape différente. On va voir ce que l'on peut faire des candidatures obtenues, parfois en grand nombre après la diffusion d'une annonce d'emploi. Puis, on va aussi étudier la question de l'entretien d'embauche, qui est une technique parmi d'autres, mais la technique principale permettant de départager les candidats. Et puis, en fin de diaporama, que vous pouvez accompagner par le poli de synthèse qui est disponible, on pourra aussi envisager de quelle manière on peut intégrer un personnel dans la mesure où ce qui est en jeu, c'est aussi de couvrir les coûts liés au recrutement et aussi de faciliter l'intégration et permettre au plus vite le développement opérationnel de la personne recrutée. Pour reprendre donc les choses dans l'ordre, on va admettre que dans un premier temps ont été reçues des candidatures composées donc de CV et de lettres de motivation. La question est de savoir comment les départager. Il n'est bien sûr pas envisageable de convoquer tous les CV à un entretien. Donc pour ce, on va tout simplement apprendre ensemble à bâtir une grille à partir de critères objectifs. Des critères donc qui répondent de manière assez binaire à des questions simples comme est-ce qu'une personne a une formation minimale, quelle est son expérience. Les aspects subjectifs de la personne comme sa présentation, sa motivation, eux sont davantage évalués dans la phase dans l'entretien, comme on va le voir tout à l'heure avec le guide de questionnement. Alors les documents que l'on va voir ensemble, vous allez le voir, sont bâtis à partir des critères qui apparaissent justement dans les fiches de poste que nous avions étudiées dans les thématiques précédentes. Voici un premier exemple d'une grille d'analyse de CV, un tableau à double entrée qui permet donc de distinguer l'ensemble des candidats, mais aussi les critères établis, là encore en fonction de la fiche de poste. Par exemple ici, on peut voir la détention ou non d'un diplôme, ici par exemple la BTS comptabilité, les éléments relatifs à l'expérience en termes de durée ou bien de secteur envisagé. On peut aussi inclure d'autres éléments comme la maîtrise des langues, bureautique, ou plus largement ici, par exemple, une pratique managériale. Comment est rempli ce document? Eh bien, par exemple ici, dans le cœur du document, on voit des évaluations qui sont symbolisées par des plus, par des moins. Dans l'exemple qui va suivre, on retrouve des critères, les savoirs, savoir-faire, savoir-être. Ici, avec des éléments plus qualitatifs comme les indicateurs commerciaux, la communication managériale. Et à droite, on voit ici en fait une autre manière de constituer le profil, qui est de dresser par voie graphique la maîtrise de l'un de ces critères. Alors ce profil a un avantage, c'est que par un système de calque, on peut le faire correspondre, on peut le comparer au profil du candidat idéal au poste à pourvoir, ce qui aide aussi à retenir un CV parmi d'autres. Alors dès lors que les personnes ont été retenues, on va tout simplement les sélectionner en vue d'un entretien de recrutement. Quel est l'objectif de cet entretien? Eh bien, finalement, il met en rapport un candidat et un recruteur, et on peut estimer que l'un et l'autre ont beaucoup à attendre de cet entretien. Il n'est pas seulement unilatéral du recruteur vers le candidat. L'un et l'autre, le candidat comme le recruteur, vont vérifier que pour le recruteur, il est temps vis-à-vis du bon candidat, et
pour le candidat que celui-ci a une vision claire du poste qu'il va éventuellement occuper, et ce pour éviter le fait de rompre une période d'essai avant son terme, ou bien de ne pas fidéliser le candidat qui a été recruté sur un poste qui au final ne lui conviendrait pas. Les formes d'entretien, ici en face à face avec un responsable, ou bien un entretien collégial devant plusieurs intervieweurs, notamment un responsable RH et un supérieur hiérarchique lié au poste à pourvoir. Plus rarement, on peut aussi envisager des entretiens de groupe qui mettent en concurrence les candidats. Ceci est l'avantage réservé pour des postes à haute valeur ajoutée comme des cadres intermédiaires. Dans la manière de conduire l'entretien, on retiendra plutôt l'entretien directif, qui, vous allez le voir, permet de mettre les candidats sur un même pied d'égalité. L'entretien directif signifie que on va fonctionner à partir d'un guide de questionnement relativement fermé qu'on va apprendre dans les diapositives qui vont suivre à réaliser. Ce guide de questionnement, précisément, s'appuie sur les critères du profil que l'on veut évaluer. Donc ainsi, on peut envisager des questions portant sur le candidat, très souvent sur la base du curriculum vitae, donc on va retrouver les éléments d'expérience. On peut aussi poser des questions d'ordre technique qui visent à évaluer la connaissance par le candidat de l'entreprise ou bien des produits dont il serait question dans son poste. On peut aussi envisager des questions plus atypiques pour essayer de mesurer le caractère de la personne, ses réactions. Et puis en fil conducteur, au fil de l'eau, on va aussi évaluer, et pour cela il n'est pas question de poser de questions particulières, le candidat en ce qui concerne sa posture et son comportement non verbal. Par exemple, la tenue vestimentaire, l'élocution, la maîtrise de la langue. L'entretien va avoir cette structure. Vous avez pu évaluer en séance de travaux dirigés à partir d'une vidéo les erreurs à ne pas commettre, et parmi elles le fait de ne pas préparer l'entretien. La préparation de l'entretien suppose que l'on ait fait une synthèse des CV qui soit à disposition, par exemple. Pour ce qui est de l'accueil du candidat, on tâche de consacrer un temps disponible à celui-ci. On l'installe, on le met à l'aise vis-à-vis de l'entretien. Au cours de l'entretien, on va aussi présenter l'entreprise. N'oubliez pas que le candidat cherche aussi à en savoir davantage que les quelques éléments qui apparaissaient dans l'annonce à laquelle il a répondu. Dans le cœur de l'entretien, c'est cela qui mobilise le plus de temps, on va questionner en profondeur le candidat sur les critères qui apparaissent dans le guide de questionnement. Le but est aussi de rechercher les motivations qui ne sont pas forcément détectables sur un CV ou encore une lettre de motivation. On doit aussi envisager l'entretien comme étant un échange. Un bon entretien n'est pas un entretien où le directeur des ressources humaines aurait passé tout son temps à parler. Il faut prévoir une interaction et des réponses données à un candidat, lequel de toute manière aura anticipé au préalable les questions qu'il doit poser. Voici une grille d'entrevue. On va la commenter ensemble. C'est un outil qu'on doit avoir sous la main pour être complété au cours de l'entretien. On retrouve la structure de l'entretien qu'on a vu un petit peu plus haut, l'accueil, les éléments que l'on souhaite évaluer. On aura préparé au préalable le questionnement que l'on doit suivre et soumettre au candidat. Voici un autre exemple de guide d'entretien. Alors, l'occasion de voir que des questions permettent par exemple d'évaluer la motivation sur le poste. Pour évaluer une motivation, on va évidemment pas demander à un candidat quels sont ses éléments de motivation, mais simplement, de manière implicite, lui demander par exemple s'il connaît la société, ce qu'il sait des produits, de la culture, des perspectives de marché récentes de la société. Voici d'autres questions possibles. Alors, les questions possibles que vous pouvez voir ici ne sont que des suggestions.
Vous trouverez beaucoup de documents relatifs aux questions possibles qui peuvent être posées en entretien. Mais attention, comme pour les offres d'emploi, il y a des pratiques discriminatoires qui sont interdites. Donc, au cours d'un entretien, on ne posera évidemment aucune question relative aux croyances, à la religion, aux orientations politiques, aux orientations syndicales. Et aussi, par convenance, on ne pose pas de questions relatives à la vie conjugale, aux projets en matière de vie de couple, en matière d'enfants. On ne perd pas non plus son temps à demander la date de naissance de la personne ou bien son numéro d'immatriculation de sécurité sociale, qui sont de toute façon des renseignements qui seront disponibles lors de la déclaration d'intégration de la personne dans le livre du personnel. Au cours de l'entretien, eh bien, le responsable, accompagné de son guide de questionnement, va aussi compléter une grille de notation. Cette grille, lorsqu'elle est à constituer, va bien sûr s'appuyer sur le guide de questionnement, puisque c'est le précédent guide qui permet de noter. Donc, on va retrouver en fait les critères que l'on souhaite évaluer lors de l'entretien. Voici un exemple avec, vous le voyez ici, des éléments relatifs à l'évaluation avec une échelle du critère insatisfaisant jusqu'à très satisfaisant. Voici un autre exemple de grille de notation qui a été complété, où là on a plutôt une évaluation chiffrée. En bas à droite de ce document, vous observez une note de 43, obtenue en fonction des points correspondant à chacun des critères. La comparaison chiffrée, ou par catégorie de critères d'un candidat à l'autre, permet d'orienter le choix final. Alors attention, en complément des entretiens peuvent être menés d'autres tests. Voici par exemple un test psychotechnique. Alors, est-il adapté au fait de recruter un vendeur? Bien, écoutez, pourquoi pas, puisque les tests que vous voyez ici à l'écran sont en fait tirés des tests psychotechniques soumis aux gardiens de la paix de la police nationale, qui ne sont pas a priori des emplois de type cadre, mais des emplois de premier niveau. Donc par exemple ici, sur le deuxième exercice, on vous demande de réfléchir au dessin qui serait la suite logique des trois précédents. Alors si vous les observez, vous observez que nous avons un point noir qui tourne dans le losange, en sens inverse des aiguilles d'une montre. On devine quelle va être la suite. De la même manière, le triangle noir recouvre un angle du carré, puis l'angle interne correspondant dans le losange. Ensuite, il va passer à l'angle suivant du carré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La bonne réponse est donc le schéma B. Voici le reste des réponses que vous aurez l'occasion de voir à part de cette projection. Autre test très souvent effectué en France, beaucoup plus que dans d'autres pays européens, c'est une spécificité française, les tests de graphologie qui, à partir de l'écriture, permettent pour des graphologues qui ont un parcours universitaire en matière de psychologie et d'options de graphologie, de dresser les grandes lignes du caractère, de la personnalité, de la personne. L'intégration du nouveau salarié est la dernière étape que nous voyons dans ce diaporama de synthèse. Intégrer un salarié suppose une action avant son arrivée, au moment de son arrivée et après son arrivée sur une longue période afin de l'inscrire dans une démarche d'amélioration. Quel document utilise-t-on? Eh bien d'abord, au moment de l'intégration de la personne, il y a des démarches qui relèvent de démarches légales, que sont notamment les déclarations préalables à l'embauche. Ce sont des documents uniques utilisés en France qui permettent tout simplement d'inscrire, de rattacher un salarié au régime de la sécurité sociale, au régime de l'assurance chômage par ailleurs. Du point de vue légal, vous devez aussi inscrire la personne au registre du personnel de la société, ce qui, lorsque la personne va quitter l'entreprise, permettra de lui donner un solde pour tout compte et de dresser la liste des fonctions occupées. Aussi, du point de vue de la médecine du travail, la personne doit subir une visite
veillant à vérifier qu'elle est